réfléchir à des bases, construire une société dans laquelle l'intégrité de chaque personne serait respectée, dans laquelle on aurait l'égalité des chances, on a a priori des principes en commun. On recherche des relations harmonieuses entre les citoyennes et les citoyens, qui implique quoi? Qui implique la garantie de l'intégrité physique et morale, l'autonomie de chaque sujet, et des rapports hiérarchiques, s'ils doivent exister, qui soient fondés sur le mérite et non pas sur des données arbitraires, comme par exemple le corps des personnes. Et pour cela, on a un concept qui est très utile, qui est celui de l'universalisme. Donc l'universalisme, qu'est-ce que c'est? C'est déjà partir d'une définition commune de l'être humain. L'être humain a des besoins fondamentaux communs qui s'appliquent à toutes les cultures, et on peut accorder les mêmes droits à chaque être humain. C'est très bien, mais on a un problème, c'est que historiquement, l'universalisme a été créé en excluant certaines personnes dès le début, et notamment les femmes. Et cette pensée comme ça qui associe l'universel avec le masculin avec le neutre perdure aujourd'hui avec des expressions qu'on utilise sans penser à mal, comme les droits de l'homme, même si l'homme, les droits de l'homme, on met une majuscule pour faire comme si, je sais pas, ça rendait l'homme neutre, enfin, je ne sais pas. En tout cas, l'homme reste l'être humain de référence, reste l'être humain neutre. Et on voit historiquement que les femmes ont été exclues par les penseurs, en fait, elles sont exclues de la pensée de l'universalisme. Il y a une citation que je trouve assez parlante, c'est Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, qui dit, en Amérique, quelles sont les personnes qui sont exclues du vote? Il dit, il y a les esclaves, il y a les domestiques, il y a les indigents. Et voilà. Et en fait, il a oublié de parler des femmes. Voilà, en fait, elles sont tellement exclues de sa pensée qu'elles sont même exclues des personnes exclues. Enfin, ça va quand même très très loin. Et donc, en fait, pour que si on veut vraiment que les valeurs de l'humanisme soient effectives, ce qu'on doit, paradoxalement, c'est en fait de commencer par reconnaître qu'il existe des groupes humains qui sont spécifiques. Alors, qui sont spécifiques de nature, oui, peut-être, en tout cas, qui sont rendus spécifiques par l'existence de rapports de domination, de rapports de force. Et en fait, si on ne les met pas en lumière, si on fait comme s'ils n'existaient pas, ils vont perdurer. Et il faut qu'on les analyse, qu'on les observe pour les faire disparaître. Donc notre but, c'est qu'il n'y ait pas de rapport de force entre individus sur la base de quelque chose qui est arbitraire, c'est-à-dire la base du rôle dans la procréation, parce que c'est de ça dont on parle, en fait. Alors, pour un universalisme qui inclut les femmes, on entend beaucoup des expressions comme l'égalité femmes-hommes ou l'égalité de genre. Ah, il faudrait l'égalité de genre. En fait, l'égalité de genre, c'est une expression qui n'a absolument aucun sens. Je vais m'expliquer. Le genre, donc tout le monde à peu près sait que c'est une construction sociale qui a été créée. Mais en fait, le genre a été créé sur la base de quelque chose de très concret. Donc là, on ne parle pas de rôle, on ne parle pas de rôles sociaux, on parle de quelque chose de très très concret qui a été l'appropriation en fait des femmes pour la reproduction, enfin pour la procréation. Donc ça, je me réfère à Françoise Héritier qui explique ça et qui situe ça au début de l'agriculture. Alors effectivement, alors je ne sais pas si est-ce que c'est complètement lié ou pas, en tout cas c'est concomitant a priori la domination de la nature, donc tu faisais allusion Florent, et la domination des femmes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il y a eu plusieurs phénomènes, déjà, l'idée qu'il fallait que les familles soient patrilinéaires, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, il existait des sociétés dans lesquelles tout le monde vit ensemble. Il y a des femmes qui tombent enceintes, les enfants sont élevés dans une communauté, et est-ce que la femme vit en couple avec le père biologique ou pas? Finalement, c'est pas très très important, peut-être, peut-être pas. Voilà. Après, il y a une autre forme de société qui a été créée, c'est la famille patrilinéaire. Et en fait, évidemment, pour qu'un homme soit sûr, ça c'est les hommes voulaient être sûrs qu'une femme qui fait un enfant, l'enfant soit vraiment le sien biologiquement. Donc évidemment, qu'est-ce que ça implique? Ça implique l'exclusivité, ça implique le culte de la virginité des femmes, ça implique une claustration physique, donc les femmes elles sont enfermées dans la maison, et ça peut prendre beaucoup de formes, la diabolisation, la culpabilisation autour du désir sexuel des femmes, ça prend énormément de formes très variées à l'échelle de la planète. Mais en gros l'idée c'est ça, l'idée c'est
en fait, de s'approprier les femmes pour la procréation et pour après, ça c'est Lévi-Strauss qui l'explique, l'échange des femmes dans les groupes humains, en fait, pour éviter la consanguinité. Et en fait, à partir de donc ce modèle de société, en fait, cette appropriation des femmes pour la procréation, alors depuis l'époque du néolithique, ça a évolué évidemment. Il y a eu des périodes d'avancée des droits, de recul, de nouveau d'avancée. C'est pas quelque chose qui évolue de façon linéaire, mais cette appropriation, elle subsiste toujours aujourd'hui. Notamment, quelque chose moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est les entraves, les résistances au droit à l'IVG et au contrôle de la fertilité. En fait, quand on interdit aux femmes d'avorter, ça revient en fait à les forcer à accoucher, si on voit les choses différemment. Le recours aussi aux mères porteuses, de dire qu'on va utiliser en fait des femmes qui sont très précaires, qui sont pauvres, on va les payer pour s'approprier leur capacité de reproduction. Le fait que la traite des êtres humains, c'est en grande majorité des filles et des femmes, en majorité à des fins prostitutionnelles. En ce moment, il y a aussi le débat autour du terme féminicide. L'idée du terme féminicide, c'est de dire, en fait, alors on en parle de façon très neutre, les violences conjugales, les meurtres dans le couple, on en parle de façon, voilà, possède une équivalence. En fait, le féminicide, c'est une façon de montrer que dans la grande majorité des cas, il s'agit du conjoint qui tue sa conjointe ou ex. Dans la majorité des cas, c'est au moment de la séparation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand la femme veut fuir les violences que là, l'homme va la tuer, ou après, ou pendant une annonce de divorce. Bref, et voilà, donc en fait on est toujours malheureusement dans un système comme ça de volonté d'appropriation physique des femmes. Pour ça en fait, pour que ce système perdure, donc depuis l'époque à laquelle dont parle Françoise Héritier jusqu'à maintenant, quasiment partout dans le monde, en fait pour que ça perdure, évidemment, comme les femmes sont la moitié de l'humanité, elles sont susceptibles de se rebeller, enfin il fallait inventer quelque chose pour qu'elles se rebellent pas trop. Et ça c'est le genre, c'est-à-dire que ça va être justement le fait de créer des rôles sociaux. Et quand on dit les clichés, enfin les stéréotypes de genre, les hommes doivent être forts, ne pas pleurer, et les femmes doivent être plus dociles, elles doivent, même physiquement, on se tient pas de la même façon, avoir tendance à être plus... Là, j'ai les jambes croisées, je suis un peu comme ça, donc vous voyez dans les... Ah, c'est vrai, la contradiction, je dirais. Non, voilà, tandis que on se tient parfois de la même façon. Dans le métro, les hommes qui se tiennent avec les pattes écartées comme ça. Enfin voilà, il y a tout plein de choses, des apprentissages, des normes, des codes qu'on intègre. Et en fait, ça, c'est pour permettre une domination qui est quelque chose de très très concret. On parle vraiment d'une domination du corps. Donc forcément, le genre repose sur la symétrie en fait, dans la procréation. C'est vraiment basé là-dessus. On ne peut pas dissocier les deux. Et c'est pour ça que le genre sert à préparer à la fois les corps et les esprits à ce système de domination. Et donc, c'est pas l'égalité de genre qu'il faut viser, parce qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de genre, c'est-à-dire qu'il y ait des individus, des humains mâles et des humains femelles, qui vivent tranquillement, et qu'il n'y ait pas d'appropriation, qu'il n'y ait pas de violence des uns sur les autres sur la base de leur sexe biologique. Donc, on ne veut pas l'égalité de genre, on veut l'abolition du genre comme système. Donc, qu'est-ce que ça implique? Alors déjà, je vais peut-être... déjà, qu'est-ce que le genre n'implique pas? Qu'est-ce que ce n'est pas? En fait, on entend beaucoup un discours caricatural qui dit, ah mais toutes les femmes sont pas des victimes, ah mais tous les hommes sont pas méchants. En fait, on nous accuse de déterminisme, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des apprentissages qui vont peser sur les attentes sociales, sur les petites filles, sur les petits garçons, après sur les hommes et les femmes. Donc il y a ça, mais en fait il faut vraiment le voir comme quelque chose qui est de ressort de l'anthropologie. Il n'y a pas un déterminisme qui est totalement absolu. C'est pas une perte de libre arbitre. De fait, il y a ce que je peux appeler des poches de neutralité. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Notamment, ce qui a été observé, c'est que dans le raisonnement, tout ce qui est raisonnement abstrait, raisonnement mathématique, là, le genre ou le sexe n'influe pas. C'est-à-dire c'est vraiment des stratégies individuelles. Tout ce qui est, ça a valeur aussi sur la spéculation philosophique, vraiment tout ce qui est complètement abstrait, ce qui n'implique pas le corps en fait. Après, quand on parle de contraintes et de normes sociales qui pèsent sur les femmes, chacune a le choix de s'adapter plus ou moins, de résister plus ou moins. On est quand même dans une marge de manœuvre, mais à l'intérieur d'un cadre. Et on a évidemment une marge de manœuvre. C'est pas ça
Sinon, donc après, quand on dit qu'il y a une socialisation masculine à la force physique, à qu'il y a vraiment une tolérance sociale vis-à-vis d'une certaine forme de violence, notamment la violence contre les femmes, en fait, ça n'exclut pas, une fois de plus, ce n'est pas un déterminisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de responsabilité, il y a toujours le libre arbitre. Quand on dit que les hommes forment un groupe dominant, on parle d'une possibilité matérielle d'exploiter les femmes. Donc chacun a la possibilité matérielle de le faire. Il y a globalement une tolérance sociale, mais il n'y a pas de nature masculine dominante ou violente, comme ça, de nature. Et chacun a la possibilité de faire le choix de ne pas abuser de cette possibilité. Donc il n'y a pas de condamnation à l'avance. Et il n'y a pas non plus pas d'excuse. C'est-à-dire que comme chacun a le choix de s'abstenir, il ne faut vraiment plus trouver de circonstances atténuantes, notamment justement lors des violences conjugales, les féminicides. Je ne sais pas si vous lisez un peu le traitement médiatique en fait, des féminicides, mais à chaque fois, c'est vraiment, il y a mais c'est parce qu'il n'a pas supporté la rupture, c'est parce qu'il était au chômage. Il y a vraiment un climat comme ça d'excuses. Et je vous renvoie à un Tumblr qui s'appelle Les mots tuent, qui parle justement du traitement médiatique des féminicides et d'autres violences masculines contre les femmes. Donc voilà, donc c'est pas évidemment un déterminisme totalement figé. Donc comment on fait maintenant pour créer une société convivialiste sans genre, c'est-à-dire sans exploitation du corps des femmes. Déjà en reconnaissant la spécificité en fait d'un vécu, c'est-à-dire de reconnaître que les femmes ont une spécificité dans notre société, que du fait de leur corps, elles en sont soit dépossédées, soit réduites à un corps utilisable, donc qui est détaché en fait de leur subjectivité. En fait, pour les hommes, souvent intellectuellement, on comprend que le corps est la personne, qu'on ne peut pas détacher les deux, que l'intégrité physique est une. Notamment, en fait, quand Hegel parle du statut d'esclave, il dit le problème, c'est que c'est le corps, il est dépossédé de son corps, qui part son autonomie. Donc ça, c'est très bien été théorisé. Par contre, en fait, pour les femmes, on a toujours un problème à voir ça. Parce que pareil, c'est historiquement, traditionnellement, dans le droit romain, qui a quand même beaucoup influencé après le Code Napoléon et qui a influencé quand même beaucoup sur nos conceptions, il y a le venter, je ne sais pas bien prononcer le latin, de la femme, qui est en fait l'utérus et le contenu, qui appartient au mari. Donc en fait, il y a vraiment, ils ne disent pas la femme appartient à son mari, même si c'était le cas en fait, mais ils disent le venter, c'est-à-dire vraiment il y a une dissociation entre l'utérus, entre la femme et son utérus et ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà. Et aujourd'hui encore, les femmes ne sont pas vues comme des sujets incarnés avec certes une spécificité de corps de femme, mais un corps qui soit un et qui fasse partie de l'unicité. C'est la seule, et là j'ai un peu illustré mon propos avec notamment la GPA et la Constitution, où c'est en fait des cas où on va considérer comme un travail une activité qui se passe dans le corps, qui implique une transformation du corps. En fait, le travail, qu'est-ce que c'est ? C'est un être humain va transformer une matière. Il va transformer le réel qui est autour de lui. Alors ça peut être douloureux pour son corps, il peut y avoir évidemment des risques, etc. Mais en fait, l'idée, c'est de transformer ce qu'il y a à l'extérieur de lui-même. Et là, en fait, dans le cas des femmes, on va prendre, et dans le cas de la GPA, je pense que c'est un exemple qui est vraiment une illustration, c'est qu'en fait, on considère le fait de procréer comme un travail, c'est-à-dire qu'en fait, on nie totalement l'expérience subjective des femmes, c'est-à-dire que pour une femme qui est enceinte, en fait, ça se passe, c'est vraiment, on n'est pas dans le venter et elle à côté, enfin, c'est vraiment son corps qui est transformé et c'est son intégrité qui est transformée. Donc il y a un gros problème de concevoir l'exploitation du corps des femmes dans la prostitution et dans la GPA comme on considère le travail ouvrier des hommes. C'est-à-dire qu'on a une vision du travail qui c'est des hommes, on va l'appliquer à cette exploitation des femmes. Donc voilà, c'est ça. Alors qu'en fait c'est un envahissement du corps et une transformation du corps. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique. Alors, pour justement aboutir à une société convivialiste où vraiment
aucun être humain ne serait exploité dans son corps. Et voilà. Et ce qu'il faut, à mon sens, c'est une dualité des points de vue. C'est de ne pas penser que l'universel est masculin et l'universel est masculin neutre. Ne pas en fait, arrêter que la parole des femmes et que le point de vue des femmes soient des cas particuliers. C'est toujours du ressort, le témoignage personnel, le cas particulier par rapport à un discours masculin qui va être considéré plus comme une parole d'expert. Là, je vous renvoie un peu aux inégalités entre les femmes et les hommes, notamment dans les médias. Voilà, donc, pour moi, une société convivialiste doit passer par une prise en compte de la subjectivité et la spécificité à la fois des femmes et des hommes. Merci. Merci bien.